Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle fois Maud Joseph, directrice de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Notre premier échange date de juin 2023, soit un an et quelques mois après le début de la guerre en Ukraine. Depuis, chaque année, à la même période, à peu près, Maud Joseph nous fait part de son quotidien depuis Kiev, de ce que les Ukrainiens ressentent, de son regard sur les actualités du conflit. Maud Joseph, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être une nouvelle fois avec nous et présente pour ce rendez-vous maintenant habituel. Euh, Alors, entrons dans le vif du sujet. Les attaques russes ont été persistantes ces derniers jours dans plusieurs grandes villes de l'ouest de l'Ukraine et à Kiev notamment, où vous vous trouvez en ce moment. Quel est votre quotidien? Comment vous déplacez-vous? Comment vous protégez-vous? Alors, c'est une grande question. Le quotidien est marqué par l'incertitude et les alertes fréquentes. Ça, c'est un fait. Et comme beaucoup d'habitants de Kiev, nous avons appris à vivre avec cette instabilité. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler, de maintenir une vie professionnelle et personnelle aussi normale que possible. Mhm. On va dire que c'est une forme de résilience de notre part, voire de résistance civile. Et on sait tous que notre protection passe par l'adaptation. Nous connaissons les abris, les procédures, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne veut pas que la peur nous paralyse. On ne veut pas se laisser paralyser par la peur. Hmm. Et vous vous êtes retrouvé plusieurs fois dans on voit ces stations de métro qui sont voilà, remplies pour se protéger. Vous étiez parmi ces Ukrainiens à plusieurs reprises? Oui, de toute manière, nous avons une obligation dans les entreprises de nous mettre À l'abri, oui. en sécurité. Hmm. Donc, ce soit des stations de métro, soit des caves, soit quand nous n'avons pas tout ça à côté, être entre quatre murs, sans fenêtre et et si possible sans miroir. Mhm. Voilà, ce sont les consignes de sécurité. À la Chambre de commerce franco-ukrainienne, tous nos événements sont faits dans des endroits sécurisés. Soit il nous est même arrivé parfois de faire directement nos événements dans des parkings ou dans des caves, ou sinon, dans tous les cas, on sait qu'on est à proximité d'un abri. Mhm. Depuis qu'on discute ensemble sur RFI Roumanie au micro du soir, vous faites l'aller-retour, hein, Kiev, Paris, vous êtes souvent à Kiev et donc vous bravez le danger, vous êtes mère de famille et quoi qu'il en soit, vous êtes là avec les Ukrainiens, on sent une détermination de votre part et comment vous vivez un peu je ne sais pas s'il l'appelait schizophrénie, mais d'un côté, le besoin de protéger les gens qui sont proches de vous, les membres de votre famille en premier lieu, et puis je dirais, voilà, votre envie au niveau professionnel de rester bien au poste et malgré les risques. J'arrive pas à vraiment expliquer ce qui se passe en moi. Ce qui est sûr, c'est que je passe d'un monde à l'autre, d'une réalité. Parfois, en France, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle où on peut être à une terrasse de café et que la vie continue et il y a une sorte de... je le dis souvent d'insouciance, parce que quand même, quand on voit ce qui se passe, on peut se dire que ça pourrait arriver. Et de l'autre côté, en fait, je suis assez stressée avant d'aller en Ukraine, on va dire les quelques heures avant de prendre l'avion pour y aller, enfin l'avion, de commencer le chemin en avion.
Mais une fois que la frontière est passée, on est dans un autre monde, dans un autre mode. On peut quand même vivre en Ukraine. Comme je vous l'ai dit, la vie continue, les Comment vous restaurants sont faites, ouverts. pardon, excusez-moi, je vous coupe, comment vous faites pour Oui. partir de Paris à Kiev? Comment vous vous rendez à Kiev? Chaque personne a son chemin. Moi, quand je pars, comme vous le dites, j'ai une vie de famille en France, donc je veux que le chemin soit le plus court possible. Donc, je pars le matin de Paris et je fais un Paris-Varsovie, puis en avion, puis un Varsovie-Rzeszów, qui est une ville polonaise pas loin de la frontière ukrainienne avec l'Ukraine. Ensuite, je prends un taxi jusqu'à la frontière. Je passe la frontière à pied, ce qui est le plus rapide. C'est entre 7 minutes et demie et 10 minutes, le passage de frontière. Et un autre taxi m'attend pour m'accompagner à la gare de Lviv, qui est une ville à l'ouest de l'Ukraine. Et ensuite, je prends un train direct pour Kiev. Et donc, en gros, je pars le matin, j'ai un avion, le premier avion est à 7h05 et j'arrive chez moi, à Kiev, à 22h30. Ah oui, quand même. Il y a 1 heure de changement. Ouais, on perd 1 heure. Ouais. Mais voilà, c'est long, mais c'est plus court. D'accord. En tout cas, de Paris, c'est le plus court. Vous parliez de terrasses de café, excuse-moi, peut-être ma question est un peu naïve, mais est-ce qu'il y a, en cette période estivale, quelques terrasses de café à Kiev où les gens prennent leur café tranquillement en plein air? La vie continue vraiment avec les alertes et en couvre-feu quand même. Donc, de toute manière, tous les établissements ferment au plus tard à 10h30, à 22h30 pour laisser le temps à tout le monde de rentrer, parce qu'à minuit, plus personne ne doit être dehors. Alors, le président américain Donald Trump, qui a donné lundi un ultimatum de 50 jours à la Russie pour cesser la guerre en la menaçant de tarifs douaniers sévères, a également donné son accord pour l'envoi de ces fameux systèmes de défense antimissiles Patriot, un système essentiel pour que l'Ukraine puisse faire face aux assauts russes, à condition toutefois que ce soit les autres pays de l'OTAN qui payent l'addition. Dans quel état d'esprit les Ukrainiens suivent-ils ces négociations, ces décisions ? On va dire qu'ils la suivent et nous la suivons avec attention, mais aussi avec fatigue. L'attente est longue. Alors, il y a un espoir fort aujourd'hui, mais aussi une conscience du coût humain, que chaque retard, chaque discussion qui longue se compte en civil, en mort civile. Donc voilà. Une espèce de... Non, par contre, c'est vrai que les systèmes de défense patriotes, comme les patriotes, sont vitaux pour la sécurité des civils. Alors, à l'est du territoire, les Russes continuent d'avancer, de consolider leur position, même si c'est quand même assez... c'est par petits villages pris quotidiennement, mais ce n'est pas une avancée non plus extraordinaire. Côté ukrainien, après plus de 3 ans de guerre, la mobilisation de troupes est toujours plus difficile. Il y a des réticences parfois à s'engager. Est-ce que vous sentez la société ukrainienne divisée sur ce sujet? C'est un sujet sensible, mais l'unité nationale reste forte. Il y a de l'épuisement, c'est sûr, qui se fait sentir. Mais bon, après, et puis après plus de 3 ans de guerre, chaque famille est marquée, chaque famille est touchée. Donc, il y a des débats, mais une chose est certaine, c'est que tout le monde a un profond attachement à la souveraineté du pays. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc là, il y a vraiment c'est unilatéral. Hein. Vous sentez que malgré les pertes civiles, de façon unilatérale, dans toutes les catégories de la société, il y a cette détermination forte de faire face.
de toute façon, ils n'ont pas le choix. Mmh. Mmh. La Commission européenne a récemment décidé de mettre en place un fonds de reconstruction pour l'Ukraine jusqu'à 500 millions d'euros d'ici 2026, pardon, et avec en ligne de mire une adhésion complète de l'Ukraine à l'Union européenne en 2030. Est-ce que vous sentez récemment, et notamment vu les volte-face du président américain, que enfin Bruxelles commence véritablement à être avec l'Ukraine complètement et à ne plus tergiverser, même si certains des pays membres restent assez dubitatifs sur l'aide à l'Ukraine. Mais est-ce que vous sentez récemment que Bruxelles est véritablement avec vous plus qu'avant avec l'Ukraine? On sent effectivement que maintenant, on a l'impression que Bruxelles et aussi la France a fait un choix. Mais ça fait déjà quelques mois que la France a fait un choix de soutenir l'Ukraine jusqu'à la fin. On le sent aussi dans nos relations avec les autorités ukrainiennes. On sent qu'aujourd'hui, l'Europe, la France ont un poids. Oui, je suis contente de voir que l'Ukraine ne sera pas abandonnée et qu'elle pourra compter sur l'Europe pour sa reconstruction. Mais une question me vient sur le président Volodymyr Zelensky, je vous la pose à chaque fois, concernant sa popularité. Elle reste intacte? Pour l'instant, oui. Oui, il n'y a pas de changement à ce niveau-là, malgré les morts civiles. Revenons à votre quotidien, si vous le voulez bien, Maud Joseph. Comment faites-vous pour faire fonctionner la Chambre? Quel type d'activité vous pouvez mettre en place? En fait, on prend la décision toujours de faire au maximum des événements sur site en Ukraine parce que nos membres ont besoin de se rencontrer, de rencontrer leurs partenaires et de discuter entre eux. Combien de membres, pardon, excusez-moi, combien de membres vous avez déjà? Aujourd'hui, on a un peu moins de membres qu'avant, Oui. qui est 4 ans. On est à peu près 120, un peu plus de 120 membres. Ah, quand même. Voilà, ce sont jusqu'à aujourd'hui que des entreprises françaises ou des entreprises qui sont dirigées par des Français. Il n'y a pas d'entreprise ukrainienne? Voilà, mais nous avons pris la décision ce mois-ci d'ouvrir la Chambre. C'est aussi une question de survie, parce qu'après 3 ans et demi de guerre, on n'a plus autant de facilité qu'avant de sponsoriser nos événements. On a perdu des membres. La monnaie se dévalue assez rapidement. Donc, entre le moment où on fait un appel à cotisation et le moment où on le dépense 6 mois après, c'est un peu plus compliqué. Donc, nous avons pris la décision d'ouvrir un peu d'ouvrir la Chambre à des membres ukrainiens, francophones. Qu'ils soient francophones ou pas? Qu'ils soient francophones ou pas. On s'est aussi aperçu aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de Français et de francophones en Ukraine parce que les grands groupes ne font pas venir forcément leurs dirigeants en Ukraine. Et on s'est aussi aperçu que les événements de la Chambre avaient toujours autant de succès et gardé ce goût français, cet esprit français malgré tout. Donc c'est ce qui nous fait comprendre qu'il faut qu'on aille dans ce sens. Et on sera ravis d'avoir un peu un peu d'ouverture dans notre association. Par exemple, alors juste pour revenir, l'année dernière, nous avons fait quand même 56 événements. La plupart étaient
en Ukraine, et on prend à chaque fois le risque de changer de date, de changer de lieu, de changer, d'annuler. Mais toujours à Mais Kiev pour ou l'instant, éventuellement dans d'autres villes? non, on est essentiellement à Kiev. Oui. On doit faire une conférence par an à Paris, quelques webinaires, on va dire 4-5 webinaires, mais on essaie de favoriser au maximum les conférences et les événements. Par exemple, récemment, on a organisé, et on l'a organisé tous les ans, même en 2022, 2023, 2024 et cette année, le prix de la femme d'affaires, qui est notre grand rendez-vous annuel pour récompenser les femmes d'affaires ukrainiennes. On s'aperçoit de plus en plus que les femmes jouent un grand rôle en Ukraine, comme dans beaucoup de pays en guerre, où justement elles commencent à devenir plus visibles, et on commence à s'apercevoir que finalement elles sont tout aussi capables de mener des entreprises, et avec succès. Donc c'est un prix qui continue. On l'a tenu la semaine dernière. Il y avait 150 personnes sur site. C'était le lendemain d'une grosse attaque, et on a tenu. On l'a fait. Tout le monde était présent. Voilà. Sinon, on a fait il y a 2 semaines aussi un événement qu'on avait, qu'on avait mis en suspens pendant les premières années de la grande invasion. On a refait la fête de la musique. Maintenant, tous nos événements de networking et nos événements qui rassemblent sont devenus des événements caritatifs. Donc, on fait à chaque fois, on organise des levées de fonds un petit peu, ouais. Ouais, des levées de fonds pour une association qu'on soutient qui s'appelle Unbroken, qui est située à Lviv et qui est un centre de réhabilitation pour les soldats et les civils. Au départ, c'était surtout un centre pour les prothèses. Aujourd'hui, ils font aussi de la réhabilitation totale. Donc, notre dernière levée de fonds, c'était pour finaliser le centre de réhabilitation de Lviv. Voilà. Donc, à chaque fois, on essaie quand même d'organiser des événements, parce que c'est une demande de nos membres et de nos partenaires, mais c'est aussi, on essaie de le faire avec une conscience du monde dans lequel on vit, et on essaie de soutenir l'Ukraine au maximum. Voilà. Je ne me rappelle pas vous avoir posé la question, qu'en est-il de la francophonie en Ukraine? Est-ce qu'il y a une francophonie historique, parce que la langue était apprise comme langue étrangère depuis l'époque soviétique, ou alors c'est pas une langue très courante? Je vais dire que c'est pas très courant, même s'il y a quand même des francophones. De plus en plus aujourd'hui, toute la jeune génération parle en anglais. Mais c'est pas une langue qui était imposée. Pardon. Non. D'accord. Dans les collèges et les lycées, c'était pas la première langue étrangère, comme ce fut le cas en Roumanie, par exemple. Non. D'accord. Cette communauté d'affaires française et francophone, et même ukrainienne, que vous connaissez, quel est son état d'esprit aujourd'hui? Je vous avais reposé la question, je me posais la même question l'année dernière, mais vous les sentez un peu plus abattus, ou alors toujours combatifs? On va dire toujours combatifs. C'est une communauté d'affaires qui est remarquable, qui opère dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a des entreprises françaises comme les banques, les distributeurs, des sociétés type l'Occitane ou Yves Rocher qui opèrent
partout en Ukraine. C'est une présence très diversifiée qui représente, par exemple, en Roumanie, la présence française, elle est très, voilà, on voit comment le tissu industriel, économique et des services est bien représenté en Roumanie. Hein, comme vous le dites, il y a les banques et les services. C'est la même chose en Ukraine. Oui. Il y a des banques. Je vais aller plus loin. Les entreprises françaises sont le premier employeur étranger en Ukraine. D'accord. Et premier investisseur étranger dans les banques, dans les services financiers, donc avec 2 grandes banques qui sont ProSite Bank, BNP Paribas et Crédit Agricole, et aussi dans la tech, avec leur achat de LifeCell par NGG Capital de Xavier Niel. Donc aujourd'hui, oui, la France, c'est 30 000 collaborateurs. C'est les entreprises françaises sont le premier employeur. Donc premier employeur et premier investisseur dans les services financiers, vous me dites. Pas premier investisseur. D'accord. Et la tech, voilà. D'accord. Mais après, la France est représentée dans tous les secteurs d'activité, comme dans beaucoup de pays, dans tout ce qui est cosmétique, mais aussi laboratoire. On a plusieurs laboratoires pharmaceutiques, comme aussi Servier et Sanofi. L'automobile avec Stellantis et Renault, enfin tous les secteurs d'activité, et une grosse partie sont dans l'agriculture, type Limagrain, Lidea, Massids. Et beaucoup d'agriculteurs aussi. Donc en fait, la France les entreprises françaises sont dans tous les secteurs d'activité en Ukraine. Et ils sont aussi près de la ligne de front. Le directeur général de BNP est allé inaugurer la réouverture d'une agence en sous-sol à Zaporijie la semaine dernière, par exemple. Donc, par exemple aussi, l'ambassade de France a organisé à Kharkiv une réception pour le 14 juillet la semaine dernière, accompagnée par des entreprises françaises sur place. Parce qu'il y en a encore qui opèrent à Kharkiv, dans des centres commerciaux, en sous-sol. Voilà, parce que la vie continue, même en région, même proche du front. Vous avez mentionné Zaporijia, enfin vous n'avez pas dit Zaporijia, vous avez dit Zaporijie, c'est ça? Zaporijia, hein, oui, c'est ça. Enfin, moi, personnellement, j'ai une inquiétude depuis le début, enfin plusieurs, mais c'est par rapport à Zaporijia, où évidemment il y a cette centrale, je crois que c'est la centrale la plus nucléaire, la plus importante en Europe, hein, si je ne me trompe pas. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'elle est protégée? Parce que je crois savoir que l'agence internationale atomique était soucieuse de ce qui se passait à Zaporijia, parce que voilà, on ne savait pas trop si elle était protégée à 100%. C'est normal. Ouais. C'est normal d'être soucieuse. Vous, depuis Kiev, cette centrale, c'est un sujet d'inquiétude particulier? Bon, oui, alors c'est un sujet, on va dire, d'inquiétude particulier et aussi personnel, puisque mon mari travaille de l'autre côté du Dniepr, à 6 km, à Nikopol. Donc forcément, c'est un sujet, mais voilà. Et aujourd'hui, elle est sous contrôle de qui? Excusez-moi, je me rappelle plus. Elle est Je crois qu'elle est toujours sous contrôle russe. Sous contrôle russe, hein, oui, c'est bien ça. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes directrice de la Chambre? Depuis 2019, août 2019. On va dire que j'enchaîne un peu les crises. Oui. Et comment ça se passe? Il y a, pour la direction d'une chambre à l'étranger, il y a des élections, vous pouvez rester... oui, voilà. Alors, la direction, non, mais pour la présidence, il y a des élections tous les 2 ans. D'accord. Mais pour la direction... On a fait des élections.
On a fait des élections en 2024. Les prochaines sont, la prochaine est en janvier ou février prochain. Ouais. Mais il n'y a pas d'élection pour la direction, c'est-à-dire votre poste, Non, vous pouvez... ouais, voilà. Et vous comptez, vous comptez rester, vous avez... Pour l'instant, je suis là. D'accord. Mais pour l'instant, voilà, dans les mois à venir, en tout cas, vous allez bien rester au poste. Et qu'est-ce que, si je peux vous poser la question, est-ce que vous vous dites, bon, je reste jusqu'à la fin de la guerre, ou comment vous pensez votre avenir? Il y a un truc, quand il nous arrive ça, on a du mal à se projeter parfois. Et ça fait partie des questions que je me pose tous les jours, souvent en tout cas. Et pour l'instant, je suis là. Oui, oui. Parce que si je comprends bien, vos enfants sont en France et avec votre mari, vous êtes en Ukraine, c'est ça? Oui, on se relaie. Vous vous relayez. Ah, d'accord. Oui, ils ne sont pas seuls en France. Oui, je comprends bien. Ah oui, donc, et puis de temps en temps, vous vous retrouvez tous en famille à Paris, j'imagine. Ça arrive. Oui, et puis il y a des vacances aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous espérez là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Quel serait le scénario idéal, entre guillemets? Pour moi, c'est la paix. Une paix juste. À quelles conditions? Ouais. Avec une victoire de l'Ukraine, évidemment. Et qu'est-ce que ça veut dire, une victoire de l'Ukraine pour vous? Alors, c'est compliqué. Mon rêve, c'est l'effondrement russe. Mais voilà. Une victoire en Ukraine, c'est une victoire sans concession, c'est une victoire avec la reprise des territoires occupés, et notamment la Crimée. La possibilité d'adhérer à l'OTAN, la possibilité de rejoindre l'Union européenne, c'est des frontières justes, acceptées par les Ukrainiens, la possibilité d'être en sécurité. En sécurité, oui. Est-ce que l'idée, c'est que ça ne recommence pas dans 2 ans, une fois que de l'autre côté, ils se seront remis. Et aussi, il faut que la Russie paie pour la reconstruction de l'Ukraine. Est-ce que quand je pense à la Crimée, est-ce que pour vous, vous seriez d'accord, encore une fois, entre guillemets, pour concéder la Crimée à la Russie? Est-ce qu'en Ukraine, on se dit qu'elle est peut-être un petit peu perdue? Alors ça, je ne suis pas ukrainienne pour... moi, c'est difficile de répondre à leur place, mais moi, je dirais qu'il faut la récupérer. Il faut la récupérer, oui. La Crimée est ukrainienne. Maintenant, c'est pas à moi qui suis extérieure de choisir de faire les choix à leur place, de dire ce qui est mieux pour eux. Donc, je sais pas. Maud Joseph, merci infiniment. Encore une fois, d'avoir été avec nous, de votre disponibilité, et bravo pour votre courage. Merci Laurent. Et donc alors. J'espère que c'est pas que dans un an on va se revoir, mais voilà, c'est ce qu'on s'était dit l'année dernière. Mais on va se revoir pour fêter la paix. Et le rendez-vous est bien noté en tout cas. Merci beaucoup, Maud Joseph. Merci Laurent. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir, c'est tout pour cet été. Nous nous retrouverons fin septembre, mi-septembre, il me semble. Donc d'ici là, passez d'excellentes vacances, si vous avez la chance d'être en vacances. Je voudrais remercier une nouvelle fois Olia Popescu à la technique, Mihai Mircea, Vlad, Edward et Juliana. Merci pour son beau sourire chaque fois qu'on arrive au studio. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci, au revoir.